Alors, bonsoir à tous, bienvenue sur ce webinaire avec Aurélie Morin. C'est comme ça d'ailleurs qu'on dit ton nom de famille? Montin, c'est un thème. Montin, pardon, Montin. Le thème de notre webinaire aujourd'hui, c'est comment mieux dormir, les 10 astuces à connaître absolument. Et donc, nous avons ici une spécialiste du sommeil avec nous qui va pouvoir nous donner toutes ces petites astuces. On va prendre des questions à la fin. J'ai reçu une question par mail à laquelle on va répondre, mais n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat au fur et à mesure du webinaire et à la fin de nous poser vos questions aussi. Alors, comme d'habitude, je vous fais une petite présentation de Bien-être auto-immune, mais vous connaissez maintenant. Donc, Bien-être auto-immune, c'est la plateforme d'accompagnement dédiée aux maladies auto-immunes et donc cette approche naturelle, notamment le protocole auto-immune, on en parle beaucoup, mais on parle vraiment de beaucoup de différentes choses. Et l'idée, c'est de vous apporter un maximum de ressources pour vous aider à retrouver la santé naturellement et de manière pérenne. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur bien-être auto-immune. N'hésitez pas à nous suivre. On va commencer à poster plein de choses. On n'a pas été très présent jusqu'à présent, mais on va commencer à poster beaucoup plus de choses sur Instagram, encore une fois, pour vous amener un maximum de ressources possibles. Et évidemment, de vous inscrire à la newsletter sur bien-être-auto-immune.com. On vous envoie tous les mois tous les articles qu'on publie. Petit exemple d'articles qu'on a publié le mois dernier sur le grounding, donc la mise à la terre. On a d'ailleurs un webinaire dans 2 semaines là-dessus. Et un autre article sur l'auto-immunité et le lien avec le stress oxydatif et la glycation. Donc, plein de nouvelles choses tous les mois. On parle du livre du mois, on vous fait découvrir des nouveaux articles, des nouveaux podcasts, des nouvelles personnes à découvrir, des médecins, des praticiens. Donc, voilà, c'est un projet sur lequel je travaille de manière bénévole et qui est une vraie passion pour moi. Et de vous rencontrer aussi chaque mois lors de ces webinaires, c'est vraiment un vrai plaisir. Donc, merci d'être avec nous. Et aussi, j'aimerais remercier notre sponsor, qui est Envol, qui est une application de bien-être qui a été fondée par une bonne amie à moi qui s'appelle Julie. Et l'histoire de Julie, c'est qu'elle a été extrêmement malade pendant des années. Elle a été bien, mal diagnostiquée de Lyme. Elle s'est aidée au travers de plusieurs piliers de la santé, l'alimentation, le sommeil, la régulation du stress, mais surtout sur la régulation nerveuse. Et elle a découvert donc le pouvoir de la méditation lorsqu'elle a en même temps découvert qu'elle avait été mal diagnostiquée et au final elle avait eu une mauvaise réaction à un antibiotique qui l'a mise en fauteuil roulant pendant 4 ans et elle a réussi à retrouver la santé, retrouver son corps, l'utilisation de son corps grâce à la méditation. Et c'est moi un outil que j'utilise vraiment au quotidien. Et il y a plein de magnifiques choses sur son application. Il y a des exercices de respiration aussi notamment et des voyages sonores qui sont absolument incroyables. Ils organisent aussi des retraites 1 fois par an. Donc, à aller voir sur envol.fr. De mon côté, je me présente rapidement avant de vous présenter ou de laisser Aurélie se présenter. Donc, je suis nutrithérapeute et coach et IP. Je suis basée aux États-Unis. J'ai fait aussi des études de naturopathe en France, mais j'exerce ici aux États-Unis en tant que nutrithérapeute. Je suis spécialisée en santé intestinale, mais surtout maladies auto-immunes. Mais il se trouve que la santé intestinale est vraiment au cœur des maladies auto-immunes. Donc, naturellement, j'ai pris cette spécialisation-là aussi. J'utilise pas mal de différents tests fonctionnels, notamment des tests de sensibilité alimentaire, de prélèvement de sel. Mais je travaille surtout sur les changements. Donc, les changements d'habitude de vie, les changements d'alimentation, et puis apprendre à reconnaître les symptômes du corps pour mieux le comprendre. Et donc reconnaître les carences et les déséquilibres en lisant les symptômes. Et donc pour mon histoire, moi j'ai été diagnostiquée d'une spondylarthrite ankylosante en 2014 qui m'a complètement chamboulé ma vie, où je me suis retrouvée au lit du jour au lendemain pendant 2 bonnes années où j'ai énormément souffert. Donc, je vous passe tous les détails, mais beaucoup de médicaments, beaucoup de rendez-vous chez les médecins, beaucoup de pleurs et beaucoup de temps allongé sur mon canapé ou dans mon lit, jusqu'à ce que je déménage aux États-Unis, que je trouve la médecine fonctionnelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu espoir. Tout le long, j'avais quand même ce feu en moi qui me disait, il y a forcément quelque chose que je peux faire.
je demandais à chaque fois au médecin, est-ce que je peux faire quelque chose, est-ce que je peux travailler sur mon alimentation? C'était toujours la même réponse, c'était non. Mais quand j'ai découvert la médecine fonctionnelle aux États-Unis, c'est là que tout a changé. Et donc, j'ai découvert le protocole auto-immune, donc notamment la partie alimentaire, donc le régime du protocole auto-immune. Et puis, j'ai complètement changé ma vie et je me suis plongée dans toutes les études scientifiques qui existaient, dans tout ce qui était autour de la nutrithérapie, de l'alimentation, de la micronutrition et de ce genre de choses et de la santé intestinale. Et j'ai réussi à retrouver la rémission en 18 mois. Et ça fait maintenant, ça fait plus que 4 ans maintenant, ça fait 5 ans. J'ai écrit 4 ans, mais ça fait 5 ans que je suis en rémission. J'ai eu 2 grossesses, 2 beaux bébés entre-temps et aucune rechute. Et c'est vrai que depuis, je me suis prise de passion pour aider les autres personnes à retrouver une santé. Voilà. Aurélie, je te laisse te présenter. Merci beaucoup, Laurane, et bonsoir à tous et à toutes. Écoute, on a forcément un parcours finalement qui se rejoignent un petit peu, même si moi, j'ai pas souffert des mêmes choses que toi, mais en tout cas, c'est parce que j'ai beaucoup souffert de troubles du sommeil que j'en suis venue à vouloir aider les personnes qui aujourd'hui en souffrent, parce que de la même façon que toi, j'ai eu une grande errance médicale qui a duré 15 ans. Et je ne comprenais pas ce qui se passait pour mon sommeil et pourquoi je ne dormais pas. Je croyais que c'était un peu, tu vois, une fatalité. Et il s'avérait que, bien sûr, non. Et quand j'ai pu reprendre en main mon hygiène de vie, mon hygiène de sommeil, mais aussi mon hygiène alimentaire, émotionnelle, quand j'ai compris quels allaient être les leviers, les piliers d'un bon sommeil, j'ai pu enfin mettre les actions qui allaient avec. Et bien sûr, c'est ce qui a tout changé. Et Mm. donc, il y a maintenant un peu plus de 4 ans aussi, 4 ans et demi, j'ai créé le podcast qui s'appelle Insomnie hors de mon lit, où je donne beaucoup de contenu pour sortir des troubles du sommeil. Et très rapidement, après la création de ce podcast de fil en aiguille, on m'a sollicité pour faire des accompagnements que voilà, j'ai accepté parce que je me rendais compte que via le podcast, je pouvais partager plein de choses, mais que l'individualisation des conseils et la personnalisation des feuilles de route étaient essentielles pour que chacun puisse s'en sortir, on va dire, le plus rapidement possible, tout comme ça avait été le cas pour moi. J'avais vraiment adapté et personnalisé. Et Mm. donc, j'en suis venue à faire ces coachings autour du sommeil, mais je me suis aussi formée à la naturopathie également, aux techniques de relaxation, aux techniques de respiration, à tout ce qui pouvait, au principe du vivant. Là, je viens de finir une formation au sein de l'académie principe du vivant et homéorésie, donc vraiment quelque chose où on revient au fondamental de qu'est-ce qu'un être humain et quels sont ses besoins en fait d'un point de vue vraiment physiologique, à la base de la base. Et effectivement, finalement, c'est une passion qui a émergé autour de la santé et du vivant, de comprendre comment ça fonctionnait. Et puis, toutes ces formations m'ont permis aujourd'hui de proposer des coachings. Bien sûr, la porte d'entrée, c'est le sommeil, mais qui vont beaucoup plus loin que de regarder à quelle heure on se couche, à quelle heure on se lève et si on ne prend pas trop de café le soir. Donc, j'espère pouvoir vous partager là, au sein de cette conférence ensemble, justement cette vision un petit peu globale du Mm. sommeil. Mm. Parce que je pense, tout comme toi, Laurane, que c'est vraiment la clé. J'ai vraiment une approche à 360, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler, parce que finalement, pour moi, le sommeil, c'est comme si c'était un prétexte. C'est-à-dire que c'est un symptôme qui est un peu plus criant que les autres, mais l'idée, c'est de venir regarder toutes les pièces du puzzle, de venir rassembler tout ça et de se dire, OK, certes, le sommeil est un problème, mais peut-être qu'on va commencer par autre chose et le sommeil, il va arriver juste derrière. Ouais. Puis peut-être qu'on va commencer par le sommeil et puis voilà, il y a plein de situations différentes. Mais c'est sûr que le sommeil, et vous allez le voir, on va pouvoir passer peut-être, Laurane, si tu le veux bien, à l'introduction, c'est quelque chose de tellement transversal que ça vient soutenir tout notre quotidien. À la fois, ça impacte, quand il n'est pas là, ça impacte le quotidien. À la fois, ça vient soutenir le quotidien pour tout ce qu'on souhaite mettre en place, les projets qu'on a, et ça vient nous soutenir physiquement, intellectuellement. Et puis aussi, il est impacté par justement les difficultés qu'on peut rencontrer dans notre vie. Donc, on se retrouve dans un vrai cercle, soit vicieux, soit vertueux. Et l'idée, c'est de passer du cercle vicieux au cercle vertueux. Alors, je voulais vous mettre quelques mots quand même d'introduction au sommeil pour que vous puissiez comprendre l'essence même des conseils que je vais vous donner par la suite, que ce soit clair et limpide pour vous. Et je vais commencer par vous dire que le sommeil,
il est soutenu par 2 mécanismes. Le fait de se sentir fatigué, c'est pas une vue de l'esprit, euh, c'est vraiment le fait d'avoir une accumulation de fatigue tout au long de la journée qui nécessite un nettoyage au niveau cérébral. Et puis, il y a aussi une balance hormonale. Hormones de l'éveil, hormones du sommeil, qui s'alternent grâce au merveilleux travail de notre horloge biologique qu'on a au creux du cerveau, enfin au milieu du cerveau, et qui va permettre d'aller vers le sommeil et d'aller vers l'éveil en alternance. Donc c'est pas du tout quelque chose de hasardeux, c'est quelque chose qui est très bien réglé sur 24 heures et qui permet d'alterner des phases de repos et des phases d'éveil. Vous voyez là le petit schéma, je vous ai mis simplement la structure du sommeil pour que vous puissiez voir, si toutefois vous n'étiez jamais tombé sur ce genre de schéma, à quoi ça ressemble le sommeil. Quand on dort, c'est pas du tout un long fleuve tranquille, c'est pas quelque chose de linéaire. On va venir enchaîner différents cycles de sommeil et vous voyez au sein de chaque cycle, eh bien, il y a différentes phases. Donc on a du sommeil lent léger, du sommeil lent profond, du sommeil paradoxal. Vous voyez ça avec les différentes couleurs. Le sommeil lent profond, il est en rouge, donc on le retrouve plutôt en début de nuit. Et le sommeil paradoxal, il est en vert et on le retrouve plutôt en fin de nuit. En tout cas, les proportions sont un peu inversées. Plus de sommeil profond en début de nuit, plus de sommeil paradoxal en fin de nuit, et il ne se passe pas les mêmes choses dans le corps et dans le cerveau selon les phases dans lesquelles on est. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de tout. Ce qui est souvent difficile lorsque on a des douleurs, lorsqu'on a d'autres symptômes ou des maladies qui sont diagnostiquées, c'est que le corps va être beaucoup plus en alerte. Et donc, vous voyez, entre chaque cycle, ici, alors je ne peux pas vous montrer avec la petite souris, mais si Laurane, tu veux aller entre chaque cycle, donc juste après les phases vertes, eh bien, on a les traits, finalement, ça matérialise des micro-réveils. Et donc, ces micro-réveils, si pendant ces micro-réveils, qui peuvent durer quelques secondes ou une minute, on ne s'en rappelle pas, c'est tout à fait naturel, mais si pendant ces micro-réveils, il y a une alerte pour le corps, alors ça peut être un bruit à l'extérieur, mais ça peut être encore une fois une douleur ou quelque chose de difficile à l'intérieur de notre corps, eh bien ce micro-réveil il se transforme en vrai réveil, ce qui peut générer des réveils nocturnes, plus ou moins longs, plus ou moins fréquents. Donc voilà un petit peu ce qui se passe la nuit. Et sur la durée du sommeil, c'est une question qui revient souvent, il n'y a pas une durée précise que tout le monde devrait dormir cette même durée. Il semble que entre 7h30, 8h30 de sommeil, c'est pour ça que souvent on parle d'une moyenne de 8 heures, il semblerait qu'avec ce temps de sommeil, on s'en sorte plutôt bien en journée, on est plutôt en forme et on arrive à pouvoir mener ses projets, ses envies à bien. En deçà, si on dort 6 heures, 5h30, souvent, sur du moyen long terme, ça devient plus difficile. On peut vraiment accumuler une fatigue et se sentir de plus en plus fragile finalement. Quand on dort vraiment beaucoup plus, si on a besoin de 9, 10 heures, 11 heures de sommeil, eh bien là, ça peut aussi être le signal qu'il y a... En tout cas, il y a quelque chose à regarder. Ça peut se faire par le biais de tests de sommeil, parce qu'effectivement, souvent, on n'a pas besoin d'autant. Mais encore une fois, ça va dépendre. Ça va justement dépendre de chaque individu et puis aussi de ce qui se passe pour nous, des périodes de vie. Pendant une grossesse, tu parlais, Laurane, de ton parcours tout à l'heure. Et effectivement, en tant que femme, pendant les grossesses, il y a plein de choses qui peuvent affecter le sommeil. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas forcément se focaliser sur un temps pile poil où on se dit je veux dormir 8h13, sinon c'est une catastrophe. Non, non, non. On laisse le corps faire et il va dormir ce dont il a besoin, s'il n'est pas dérangé bien sûr entre-temps. Et le dernier point, avant de passer aux 10 conseils que j'ai envie de vous partager ce soir et avec lesquels vous allez pouvoir repartir et j'espère pouvoir appliquer le plus vite possible pour vous, pour améliorer votre sommeil, si toutefois il y a besoin, ça va être cette notion de balance entre les dépenses et les ressources. Imaginez un petit peu votre compte en banque. Si vous avez beaucoup de dépenses dans le mois et que finalement vous n'avez pas de salaire qui rentre, ou très très peu de salaire qui rentre, vous allez vous retrouver à découvert. Eh bien, c'est un peu schématique bien sûr, mais imaginez un petit peu la même chose pour votre corps. C'est-à-dire que si on donne beaucoup, qu'on demande beaucoup, qu'on a 10 casquettes tout au long de notre journée et que finalement on apporte peu de ressources, eh bien, les différentes fonctions du corps, notre métabolisme et donc par ricochet cette fameuse fonction sommeil, elle va en pâtir.
La fonction sommeil, c'est vraiment quelque chose d'inné, hein. On n'a pas besoin d'apprendre à dormir. On a juste besoin de ne pas entraver cette fonction sommeil qui se met en place de façon tout à fait naturelle depuis notre vie in utero. Donc pour dire à quel point c'est quelque chose de tout à fait naturel. On n'a pas besoin d'apprendre, je veux dire. Et donc c'est pour ça qu'il faut veiller à avoir suffisamment de ressources pour pouvoir soutenir notre sommeil. Les ressources, vous allez me dire, oui, mais c'est le sommeil, donc si on dort pas assez, etc., c'est un cercle vicieux. Oui, le sommeil, ça fait partie des ressources, mais il n'y a pas que ça. Le repos au sens large va faire partie des ressources, l'alimentation, le soleil, les relations humaines, les breaks qu'on va se prendre dans la journée, la nature, etc. Tout ça, ça fait partie des ressources et vous allez voir que c'est ça que je vais vous partager dans mes différents conseils. Je vais vous partager des choses que j'ai vraiment sélectionnées à dessein pour être le plus accessible possible, le plus facile à appliquer possible, parce que déjà changer ses habitudes, c'est pas toujours évident. Donc là, l'idée, c'est que vous puissiez vous dire, OK, dès demain, je fais ça. Pourquoi je fais cette précision? Parce que souvent, on se dit, oh, mais si c'était si simple, ça se saurait. Mais c'est justement parce que ça paraît simple que souvent, on ne le fait pas. Et c'est pas parce que c'est simple que ça ne fonctionne pas. En revanche, gardez en tête que l'idéal, c'est d'activer des leviers en synergie. Si on fait juste un petit truc une fois de temps en temps, effectivement, c'est plus difficile d'avoir des bons résultats. En revanche, si on est régulier dans ce qu'on pratique et si on vient activer plusieurs leviers en même temps, eh bien là, on voit son sommeil s'améliorer de façon exponentielle. Eh bien, Laurane, si tu veux dérouler sur la slide suivante, on va démarrer. Avant de se lancer, je veux préciser que, alors on parle beaucoup du protocole auto-immune chez Bien-être auto-immune. Bon, il y a une bonne raison, c'est qu'il y a quand même énormément d'études scientifiques depuis ces 10 dernières années qui appuient sur ce protocole. Et c'est vrai que on ne se focalise pas que sur l'approche alimentaire. Il y a 5 piliers dans le protocole auto-immune. J'aurais dû remettre peut-être une slide. Mais le sommeil, alors chaque pilier a vraiment la même importance. C'est pas que l'alimentation, on a tendance à se focaliser là-dessus. Mais chaque pilier a la même importance et le sommeil fait partie d'un de de ces 5 piliers. C'est pour ça que j'ai voulu faire un thème de webinaire sur le sommeil aujourd'hui et vraiment faire le focus. Donc je veux vraiment insister là-dessus, sur l'importance du sommeil. Enfin, Et notamment oui, pour les maladies auto-immunes. mais oui, je te rejoins complètement. Il y a, il y a pas un pilier qui est plus important que les autres. Parfois, il y a un pilier d'attaque qui va être plus efficace pour certaines personnes que pour d'autres. Et l'idée, c'est de venir jouer sur tous les piliers. Et c'est vrai également pour le sommeil, c'est-à-dire que quels que soient finalement les besoins qu'on puisse avoir, il faut toujours revenir aux fondamentaux. Et je te rejoins complètement en ce sens. Et c'est en ça que je disais aussi que le sommeil, il est transversal parce qu'il vient toucher justement tous les piliers. Ouais. Alors, premier conseil, préparez votre sommeil dès le matin. Je pense que si j'avais fait un sondage parmi vous et que je vous avais dit, mais quand est-ce que vous commencez à préparer votre sommeil? À partir de quand vous vous dites, tiens, qu'est-ce que je fais pour bien dormir ce soir? Probablement qu'une grande partie d'entre vous m'aurait dit, bah, je sais pas, avant de me coucher ou après le dîner. En réalité, à ce moment-là, j'ai envie de dire, c'est presque le seul moment où je vous invite presque pas à penser à votre sommeil dans le sens où les dés sont lancés. C'est-à-dire que on va voir tout à l'heure, parce que j'ai fait des slides d'un point de vue chronologique sur tout le long de la journée. Oui, bien sûr, il y a des choses qu'on peut faire le soir, mais le sommeil, il va vraiment se préparer dès le matin. Et si on pense à ça, on met toutes les chances de son côté pour le soir pouvoir s'endormir comme un bébé. C'est pour ça que j'ai mis la petite photo de bébé, parce que à la fois c'est quelque chose de très naturel que le bébé va pouvoir se mettre en place très très rapidement, mais également on fait souvent cette petite expression de dormir comme un bébé, de s'endormir comme un bébé, et même en tant qu'adulte, on a tout ce potentiel-là, pardon. Donc, pourquoi le sommeil se prépare dès le matin? Parce que notre horloge biologique dont je vous parlais, excusez-moi, en introduction, eh bien, elle va se synchroniser réellement sur nos 24 heures grâce à des stimuli. C'est-à-dire qu'il y a vraiment certains éléments qui vont lui permettre de produire nos hormones au bon moment et de bien tourner sur 24 heures sans se décaler, comme ça peut être le cas lorsqu'on est en roue libre et qu'on
qu'on vit dans une grotte, parce qu'il y a des études qui ont été menées en ce sens et c'est assez impressionnant. Donc c'est la lumière qui va être le principal synchroniseur de temps. Donc c'est vrai que si on s'expose à la lumière dès le matin, si ensuite on a des heures de repas réguliers, excuse-moi Laurane, j'ai un chat dans la gorge, Pas de souci, prends excuse-moi ton tous. temps, bois de l'eau, moi aussi je bois de l'eau. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à boire un petit coup d'eau. Eh ben mince, ça va mieux. Euh, L'heure d'activité physique va aussi jouer, c'est-à-dire que dans n'importe quelle activité, si vous avez le choix, le mieux, c'est de le faire le matin et pas justement le soir, juste avant de se coucher, parce que ça va justement jouer sur la montée d'hormones de l'éveil, sur la température du corps. Et donc, ça va jouer sur la possibilité de s'endormir plus ou moins rapidement le soir. Et puis également les moments sociaux. Et ça, je vais y revenir un petit peu. Mais en tout cas, notre corps, il est vraiment, entre guillemets, designé pour que tout ça, ça se passe en journée et pas la nuit. Et que ça se passe sur certaines heures. Et quand il fait nuit, eh bien, c'est là où on va aller vers un autre mode, vers le mode du sommeil. Donc ça, vraiment, voilà, premier conseil, pensez-y dès le matin, voyez à quelle heure vous prenez la lumière naturelle, et puis vous allez voir que là, on va balayer finalement tout ce qui se passe tout au long de la journée, et quelles sont les habitudes, on va dire, les plus favorables au sommeil. Et encore une fois, ça vient vraiment de comment l'être humain est formé et comment notre corps est censé fonctionner à la base, sans vivre dans une société aujourd'hui où on est sollicité par énormément de différents types de lumière bleue, par beaucoup plus de stress. Donc c'est intéressant en fait de reprendre les sources, comme tu disais, en fait je reprends sur une phrase que tu as dite au début quand tu t'es introduite, par rapport à une étude pas une étude, une formation que tu viens de terminer, et de vraiment au final décortiquer et juste revenir à la base de qu'est-ce que l'être humain en tant qu'espèce et qu'est-ce qu'il lui faut en tant qu'espèce. Donc je trouve cette approche intéressante. Et bien du coup, on continue dans ce sens, tu fais le pont là justement avec ce que je m'apprête à dire, Laurane, Ouais. c'est justement le repos digestif. Euh, Repos digestif suffisant. Alors, pour introduire ça, je voulais simplement vous dire qu'il y a un vrai lien entre alimentation et sommeil, et il existe à plusieurs niveaux. Il existe déjà parce que forcément, le sommeil, on parle de système nerveux, on parle de système hormonal, et pour tout ça, bah, il faut des ressources. Je le disais tout à l'heure, mais il faut des petites briques de base. Il va falloir des acides aminés, il va falloir des acides gras, il va falloir des vitamines, des minéraux, des enzymes, il va falloir plein de choses pour que dans le corps, toutes ces cascades biochimiques qui emmènent le système nerveux à bien fonctionner, le système hormonal à bien fonctionner, eh bien, il faut ce type de ressources. Donc oui, ce qu'on met dans notre assiette, ça compte. Alors, vous verrez, dans cette conférence, j'ai choisi à dessein de ne pas mettre des aliments sommeil ou quoi manger pour bien dormir, parce que je suis intimement convaincue qu'on n'est pas tous logés à la même ancienne. Et ce qui serait un régime super adéquat pour une personne ne le serait pas forcément pour une autre. Et puis, l'alimentation, et je suis sûre, Laurane, que tu en parles très très bien, c'est un sujet qui est très complexe et qui nécessite vraiment du temps pour être bien développé. En revanche, je voulais parler de ce qu'il y a autour de l'alimentation et que parfois on peut oublier lorsqu'on parle de sommeil. C'est le fait de bien assimiler ce qu'on mange, de pouvoir bien digérer. Et c'est pour ça que ce repos digestif, il est pour moi vraiment essentiel. On a besoin de laisser nos intestins un peu tranquilles à un moment donné. Et quelle période la plus adaptée que celle de la nuit? Donc c'est vrai que si on termine de manger à 21h le soir et que le lendemain le réveil sonne à 6h et qu'on saute sur son petit déjeuner, ça fait très peu de repos digestif. Et un manque de repos digestif, ça va avoir des conséquences sur parfois le transit, sur une bonne assimilation, sur une bonne élimination des toxines aussi. Et tout ça, ça joue sur le sommeil. Donc, on essaye de dîner le plus tôt possible, de ne pas se coucher avec le ventre plein. Ce sera beaucoup plus facile de s'endormir. Un dîner tôt, alors je sais que selon les pays, les us et coutumes sont très différents, mais c'est sûr qu'en France, le dîner, il est rarement à 18h. Et pour autant, si vous testez sur une semaine, 10 jours, de dîner à 18 ou 18h30, grand maximum, vous allez voir quand vous couchez à 22h30, votre corps, il n'est pas du tout dans la même stimulation physique que si vous venez de finir de manger.
Donc ça, c'est vraiment important et c'est pareil le matin. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mes coachés, de mes clientes qui me disent: «Mais en fait, je me force à manger le matin, mais j'ai pas faim». Eh bien ça, c'est dommage. Et mieux vaut emmener une petite collation sur son lieu de travail ou manger plus tard lorsqu'on peut, lorsqu'on est chez soi et laisser du temps à son corps d'avoir ce repos. Alors, le repos digestif idéal, j'ai mis exprès cette question un petit peu taquine parce que là, c'est pareil. Ben, ça dépend. C'est-à-dire que pour certaines personnes, d'avoir 16 heures de repos digestif, ce qu'on appelle le jeûne intermittent, ça peut être tout à fait adapté. Pour d'autres, c'est trop et selon les périodes de vie, ça peut être même beaucoup trop. Donc l'idéal, c'est de voir ce qui se passe lorsque on n'impose pas un petit déjeuner à 6 heures du matin et puis, bah, peut-être de repousser d'un quart d'heure, de repousser de 20 minutes et puis on voit et puis finalement on se rend compte que: «Oh, ça fait 14 heures, mais là je ressens quand même vraiment de la faim et donc OK, je vais manger mon petit déjeuner». Mm. Ouais. Donc pensez à ça et voir que je vais parfois aller chercher des choses un petit peu qui peuvent paraître un petit peu éloignées du sommeil, mais en fait, il suffit d'un ricochet et on s'y retrouve complètement dans le sommeil et c'est vraiment tout mon but. C'est vrai que je considère vraiment que, il y a besoin de considérer le sommeil au-delà des heures de coucher et d'aller chercher un petit peu plus loin et ça, typiquement, ça en fait partie et c'est assez simple à mettre en place chez soi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est important de le prendre au cas par cas et que ça soit vraiment individualisé. Parce que, comme tu dis, le repos digestif, on n'est pas tous égaux en fait face à ça. Et chez les hommes et chez les femmes, on va pas retrouver les mêmes horaires idéaux de repos digestif. Les hommes ont tendance à beaucoup mieux gérer ce long temps de repos, donc le jeûne intermittent que les femmes, et ça va dépendre aussi du cycle hormonal de la femme et puis évidemment de la période de vie, de la saison de vie. Quand on est face à la maladie, qu'on est très affaibli, qu'on a les glandes surrénales qui sont à plat, qu'on a potentiellement beaucoup de carences, qu'on est sous-nutri, il faut prendre tout ça en compte en fait. Donc c'est vrai que... Oui, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça que je trouve que tout ce qui va être trop dogmatique est vraiment à laisser de côté. Si on vous dit: «Si, le repos digestif, il doit être de 16 heures», non, Ouais. là, ça ne peut pas être vrai dans le sens où ça peut pas être, adapté à tout le monde. En revanche et c'est pour ça que je voulais mettre l'accent là-dessus, c'est de pas se forcer à manger juste par convention sociale. Mm. Parce qu'on peut se fatiguer plus que de céder lorsque finalement le corps il aurait besoin d'autre chose ou de manger à un autre moment. Il y a certaines personnes qui mangent pas le soir et qui fonctionnent vraiment ultra bien comme ça. Et donc je vous encourage à vraiment être connecté avec les sensations du corps et pas par convention sociale. C'était vraiment un point qui me paraissait important de soulever. Ça marche. Si tu veux passer à la slide suivante. Ouais. Hop. Ah mince, attends, je t'ai perdu. Ah oui, c'est bon. Alors, respirer. Respirer, ça peut paraître tout bête comme ça, parce que vous allez me dire: «Oui, non, mais là, Aurélie, si on t'écoute, c'est que forcément on respire». En réalité, la respiration, chez 99 d'entre nous, elle va être insuffisante. Insuffisante pour bien s'oxygéner, insuffisante pour apporter à nos tissus tout ce dont ils ont besoin et puis insuffisante aussi dans d'un point de vue, mobilisation de notre corps pour la respiration. Et là, il y a un enjeu pour le sommeil, un enjeu au niveau de la gestion du stress, de la gestion de ses émotions, de l'intégration de ses émotions. La respiration, c'est vraiment un outil que je trouve absolument formidable parce qu'il est tout le temps à disposition, il est gratuit et on peut l'activer à tout moment. En journée, avant de faire un temps de sieste, si on fait une sieste, le soir, la nuit, finalement, n'importe quand. Quand on respire de façon ample, complète, eh bien, on va venir mobiliser son diaphragme. On va venir aussi masser l'estomac si c'est après un repas, faciliter la digestion, masser le foie, masser tous nos organes, masser nos intestins aussi qui en ont besoin. Les oxygéner aussi un maximum parce que les intestins, bien sûr que c'est la clé de, je ne vais pas dire de tout, mais allez, de presque tout. Donc, cette respiration, elle va vraiment être essentielle. Lorsqu'elle est bloquée, lorsqu'on respire vraiment au niveau claviculaire, que on a l'impression de respirer juste saccadé, eh bien,
ça va être beaucoup plus difficile de gérer son stress, de gérer ses émotions. Et là, au moment du coucher, on arrive comme une cocotte minute. Et ça peut aussi créer des réveils nocturnes. Et puis parfois, quand on respire de façon trop saccadée, qu'on ne respire pas suffisamment en conscience, on peut carrément alterner sa respiration, se mettre à respirer de façon inversée. C'est-à-dire, on rentre le ventre pour inspirer et on gonfle le ventre quand on expire. Et ça, c'est ultra stressant pour le corps. Et puis, on peut se mettre à respirer par la bouche au lieu de respirer par le nez. Et donc ça, la nuit, ça pose problème. La qualité du sommeil, elle s'en trouve amoindrie. Mhm. Donc c'est vrai que cette respiration, ça va vraiment être un enjeu pour avoir un bon sommeil et pour être bien apaisé tout au long de la journée. Est-ce que tu Donc, connais les, comment ça s'appelle, les strips? C'est des sortes de scotch. Tout le monde en parle oui, aux États-Unis. le mouse tapping, bah même nous, oui, en France, on dit mouse tapping, c'est pourtant le mot en Voilà. anglais. Mais Ouais. effectivement, c'est le petit strap qu'on peut mettre sur la bouche pour, entre guillemets, rééduquer notre respiration nasale. Quand on a l'habitude de respirer par la bouche, bah, des fois, c'est difficile de se dire, ah, mais je ne peux pas fermer la bouche volontairement la nuit. Donc oui, on peut utiliser ce petit strap. Ouais, j'ai des retours incroyables de clients qui ont essayé ça et pour qui ça a extrêmement bien fonctionné, qui se sont remis à respirer par le nez. J'ai Ouais. jamais eu l'occasion de vraiment tester ça parce que j'ai toujours respiré par le nez à titre personnel, mais j'ai testé quelques fois juste pour le fun. Et Ouais. c'est vrai que les retours sont très intéressants. Moi aussi, j'en ai acheté et en fait, ça sert à rien parce que je respire par le nez quand je dors. Donc, ça sert à Et oui, rien. c'est comme ça aussi qu'on peut s'en rendre compte. Tu as Voilà, raison. mais j'ai voulu le tester, j'ai voulu l'essayer. Bon, c'est voilà, c'est une habitude à prendre, mais c'est intéressant. Et puis surtout, les pédiatres aux États-Unis, ils en parlent beaucoup chez les enfants, l'importance aussi de leur permettre de respirer par le nez uniquement la bouche. Et ça se voit dans le développement de leur mâchoire et le développement de leur visage même. Donc, c'est pas que pour le sommeil, mais c'est vrai qu'il y a des petites techniques comme ça pour nous permettre de mieux respirer. Et je veux rebondir sur ce que tu disais. C'est intéressant parce que je trouve qu'il y a un cercle vicieux entre la respiration et le stress, parce qu'au final, le stress chronique et le stress constant qu'on vit aujourd'hui, même quand on prend le métro et qu'on est sujet à toutes les publicités qu'on voit, le monde, je veux dire, on vit dans un environnement qui est très stressant au quotidien, des petits stress au quotidien, mais qui s'accumulent et donc on est tous quasiment stressés de manière chronique. Et ben ça inhibe aussi la respiration. Et donc, en fait, on se retrouve dans un cercle vicieux où on a besoin de plus s'oxygéner. La sédentarité aussi va inhiber donc cette respiration. On bouge pas assez, donc on respire pas assez. On est chroniquement stressé, donc on respire pas assez. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve coincé un petit peu dans ce cercle. Et donc, consciemment de se décider de se prendre 5 minutes dans la journée, et d'ailleurs en vol à des exercices de respiration dans leur application qui sont top. Sinon, il y a Wim Hof que tu dois connaître, Aurélie. Ouais. Bien sûr. Après, là, on est plus sur des respirations parfois activantes. Ouais. Ça dépend ce qu'on cherche. C'est un petit peu aussi la magie de la respiration, c'est que finalement, on peut aller chercher une préparation nos sportive, on peut aller chercher plein de choses avec la respiration et on peut aller chercher le calme et la détente. On ne sera juste pas sur les mêmes exercices. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, de façon générale, je conseille peu de techniques en particulier parce que je trouve que finalement, bah, tout ne correspond pas à tout le monde, on en revient un petit peu à ça. En revanche, ce qui va convenir à tout le monde, c'est d'aller sur la respiration consciente. C'est pour ça que j'ai mis respiration consciente, tu vois là sur le reste de la slide, Mm. VS une technique de respiration particulière, parce que parfois ça peut être un vrai frein à la pratique de se dire oui mais je ne sais pas quoi pratiquer, j'ai entendu parler de Léo Pelagotti, j'ai entendu parler de Wim Hof, j'ai entendu parler de Bouteille, j'ai entendu parler de plein de choses, en fait je ne sais plus par quoi commencer. Ouais. Commencez par juste porter de la conscience sur votre respiration. Vous allez voir que le souffle, il n'est jamais deux fois identique, vous allez voir que votre corps, il bouge, et juste de regarder ça avec curiosité, de dire mais qu'est-ce Mhm. qui bouge? Quelle partie de mon corps bouge? Comment je respire? Et puis si j'imagine mon oxygène, enfin ma respiration qui vient oxygéner tout mon corps, donc ça permet de faire une sorte de visualisation en même temps. Il y a quelque chose de très puissant dans ce moment présent qu'on peut faire avant un repas, après un repas, entre deux rendez-vous, en allant au travail, en rentrant du travail. Ça peut Mhm. se poser un petit peu partout. Ouais. Oui, tu as bien raison. Alors, la marche. Tu le disais tout à l'heure, je crois que tu l'as évoqué par rapport à l'activité physique.
L'activité physique, c'est pas toujours évident, surtout quand on a certaines maladies, surtout quand on est très affaibli, surtout quand on a des douleurs. C'est pas si évident de se dire: «Allez, je vais aller à la salle de sport 3 fois par semaine». Bah non, il y a des périodes de vie où en fait, on peut pas. En revanche, marcher, souvent, c'est possible et il y a pas besoin de marcher, de faire des randonnées de 3 heures pour que ça puisse avoir un intérêt pour le sommeil. Donc là, qu'est-ce qu'on vise? On vise la relaxation, la détente, la connexion avec la nature aussi si on peut. Aller dans un parc, aller marcher en forêt, marcher dans des petits chemins, dans des champs si on habite à la campagne. Ce que nos yeux vont voir, si c'est de la nature, si c'est notre environnement, on va dire, ancestral, c'est quelque chose qui apaise le système nerveux. C'est quelque chose qui nous nourrit et c'est quelque chose qui va être une ressource pour nous, pour reprendre le terme que j'utilisais en introduction. Les études, elles sont vraiment nombreuses sur le sujet, le fait de venir juste être dans la nature, le fait de venir marcher et aussi le fait de venir, hem, porter notre regard plus loin que sur nos écrans et notre téléphone et Mm. ça, c'est quelque chose aussi d'apaisant. Le mouvement des yeux aussi quand on marche, eh bien, instinctivement, on a nos yeux qui se balayent de gauche à droite, qui vont scanner notre environnement et ça a des vertus apaisantes. Donc ça fait baisser le taux de cortisol, ça fait baisser le taux d'hormones de stress, ça réduit les douleurs, ça permet de faire produire des hormones du bien-être et de l'apaisement. Il y a vraiment des études très intéressantes qui ont montré que, pour 2 groupes de personnes qui vivent une même situation, stressante, il y en a un qui reste dans la pièce, d'études et un autre qui va marcher pendant simplement 10 minutes. Mhm. Il rentre, on fait test cortisol et le Ouais. groupe qui a été marché, c'est incroyablement plus bas. Donc des études comme ça, on pourrait en citer plusieurs et bien sûr, c'est pas le lieu aujourd'hui, mais gardez en tête que quelque chose qu'aussi simple d'aller marcher, eh bien, peut vraiment vous aider à vous retrouver le soir dans un état d'apaisement qui n'aurait pas été le cas si vous étiez resté, encore une fois, un peu comme une cocotte minute, enfermée toute la journée sans bouger. Mhm. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans la nature, c'est encore mieux et là, je vais rebondir sur Envol parce qu'effectivement, moi, j'utilise aussi cette application. Laurane, je ne savais pas que c'était, votre sponsor chez, Bien-être Auto-Immune, mais effectivement, moi, je trouve que cette application, elle est vraiment géniale et ce que j'adore justement, ce sont les petites balades musicales parce que je trouve que justement, en méditation, libre, c'est un support qui est juste incroyable et moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est justement marcher avec des petits temps méditatifs. J'ai vraiment hésité à mettre la méditation en tant que telle, mais souvent ce que je constate, c'est que c'est plus facile d'intégrer la méditation sur un tout petit moment pour les gens qui n'ont jamais médité, plutôt que de se dire, allez, je pars pour 20 minutes de méditation, ça peut être un peu vertigineux. Et ce que je constate, c'est que quand on part marcher, eh bien, c'est assez facile de s'arrêter à un endroit et de se dire, ok, là, je prends 3 minutes et je suis en temps méditatif, c'est-à-dire je vais juste regarder ce qui se passe autour de moi, observer mon corps, j'ai les pieds au sol et je prends 3 minutes comme ça. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup, les temps méditatifs, en musique. Alors quand je marche, je le fais pas en musique, mais quand je le fais chez moi, je le fais en musique et je trouve ça assez incroyable. Donc c'est vrai que marchez, prenez du temps pour vous et ça va vraiment être une ressource incroyable pour le sommeil. Vraiment n'oubliez pas que, on a besoin de temps de ressources tout au long de la journée pour pouvoir avoir le meilleur sommeil possible la nuit. On va passer à la suite. Et je tiens à préciser que même si on ne peut pas marcher, parce que Mmh. je pense à mon cas, hein, moi vraiment je ne pouvais pas me mettre faire plus de 4 heures en souffrance. Rien que, comme Aurélie disait, rien que de se mettre en nature, poser dehors, les pieds nus sur l'herbe et d'être en nature et de bouger la partie du corps qu'on peut bouger, mais d'avoir du mouvement, d'être en extérieur et de regarder possiblement de la verdure, c'est toujours mieux que rien, quoi. Bien sûr et puis tu parlais de grounding tout à l'heure et là tu disais que tu Ouais. allais faire un webinaire là-dessus dans 15 jours. Bah, rien que ça en fait, hein. Passer 10 minutes, vraiment les pieds au sol, le corps au sol contre un arbre, dans un parc, juste chez soi dans son jardin, c'est juste incroyable la différence que ça fait pour le corps Ouais. quand on est dans des environnements, surconnectés tout le temps. Donc oui, tu as bien raison de le préciser. Alors sur ce conseil numéro 5, je vais passer assez vite, mais je voulais quand même le citer parce que votre sommeil, il peut être vraiment impacté par une consommation inadaptée de sucre et de produits sucrés. Alors bien sûr, quand on pense au sucre, on pense là à ce qu'il y a dans les petites cuillères, c'est-à-dire du sucre, sucre en fait, sucre blanc, sucre roux, mais
faire attention au sucre dans son alimentation, c'est aussi à la quantité de glucides complètes qu'on a sur notre journée. Puis ça va être aussi, si on grignote toutes les heures et demie, même si on mange que des fruits et même si on mange que des dattes ou des sucres très naturels, il faut vraiment faire attention à ce rebond glycémique qu'on a. À chaque fois qu'on mange, eh bien, on vient apporter du sucre dans notre sang. Et donc, on a besoin de produire une hormone, l'insuline, qui va gérer ce taux de sucre dans le sang. Et quand ce métabolisme de l'insuline, de gestion du sucre, il est dérégulé, eh bien, ça va entraîner des problèmes métaboliques qui peuvent vraiment être importants. Et le sommeil, il va en être impacté. Ça peut créer des réveils, ça peut empêcher de s'endormir le soir. Donc, il faut être vigilant. Le petit grignotage à 22 heures avant de se coucher parce qu'on aime bien, c'est une habitude ou qu'on grignote devant la télé, ça, c'est vraiment un faux ami du sommeil. Donc, pensez vraiment à ça. La fatigue en journée aussi, forcément, si on est en rebond glycémique tout le temps, c'est-à-dire on alterne entre des hyperglycémies, des hypoglycémies, on va se retrouver fatigué sans cesse en journée. Et donc ça, forcément, c'est une sensation qui est assez désagréable et on perd un petit peu notre connexion à notre vrai besoin de sommeil. Et puis on peut être parfois très très agité le soir parce que justement on a eu des collations monstrueuses en sucre et du coup on va avoir du mal à aller vers le sommeil. Donc voilà, petit rappel par rapport à cette notion de sucre et à ce qu'on peut apporter à notre corps tout au long de la journée. Il va fonctionner très très bien avec des sources de protéines, des sources de lipides. On n'a pas besoin d'être biberonné au soda pour fonctionner, loin de là. Ouais. À penser à ça pour nous et pour nos enfants aussi. Je ne peux que te rejoindre. Prenez soin de votre ventre. Alors, je vais à nouveau dire des choses qui sont assez générales et pas manger ci ou manger ça, vous l'avez bien compris. Je sais que Laurent, toi, tu en parles du ventre parce que c'est le cœur. Hein, quand on parle de maladies auto-immunes, on ne peut pas faire l'impasse sur ce qui se passe dans notre ventre. Donc moi, je voulais vraiment insister sur le transit, sur l'importance aussi des matières grasses et des protéines, encore une fois, parce que je vois énormément dans mes consultations des personnes qui vont être très, très constipées et qui vont vraiment avoir leur repas constitué à 90% de glucides. Et ça, pour le ventre, c'est vraiment une catastrophe. Manger, c'est pas juste se nourrir, c'est pas juste remplir le vide qu'on peut ressentir dans notre estomac. C'est vraiment soutenir toutes les fonctions de notre corps. Aller aux toilettes tous les jours, c'est une normalité en fait. C'est pas une fois de temps en temps dans la semaine. Avoir une alimentation qui va contenir autre chose que des glucides, et notamment les matières grasses et les protéines, ça fait partie de ce qu'on peut faire pour prendre soin de son microbiote, pour prendre soin de sa muqueuse intestinale. Et ce que j'avais envie de souligner là, c'est que parfois, les tests d'hypersensibilité alimentaire peuvent vraiment aider à, orienter le régime alimentaire qu'on peut prendre pour faciliter certaines choses. Je sais que ça, c'est vraiment très, très aidant pour le sommeil. J'ai beaucoup de personnes qui vont avoir des réveils nocturnes ou qui vont avoir des sommeils très, très agités et qui vont faire attention aux aliments auxquels ils sont sensibles. Donc souvent, c'est une prise de sang, c'est un test et on se rend compte qu'on va être sensible à des aliments qui peuvent être au top sur le papier, les œufs, les amandes, les haricots verts ou le poivron, peu importe. Et des choses qu'on peut avoir presque tous les jours, peut-être même 2 fois par jour dans notre assiette. Si on y réagit, ça veut dire forcément que le système immunitaire, eh bien, il est au garde à vous tout le temps. Donc c'est très fatigant. Très très fatigant. Et puis ça peut venir créer une inflammation chronique au niveau de notre corps. Et donc ça, pour le sommeil, c'est une catastrophe parce que le sommeil, il va être aussi bien interrompu par une alerte qu'on va avoir de l'extérieur, un bruit, une odeur, un mouvement, que par ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc c'est vrai que ça, ces tests d'hypersensibilité alimentaire, quand on a des fois exploré plein de trucs, ça peut être une autre piste qui permet d'éviter les réveils nocturnes et d'avoir enfin un sommeil complet. Et donc pour récupérer, et surtout quand on est en souffrance, c'est vraiment très important. Et bien sûr, les différences entre chacun. C'est pour ça que j'ai mis ce petit truc d'équilibre. C'est parce que vraiment, en fonction de qui on est, de notre parcours de vie, de ce qu'on constate de notre propre corps, on essaye, on prend des choses, on teste. Mais l'idée, c'est pas d'en rester à des choses qui soient trop figées et qui ne nous conviendraient pas. C'est vraiment d'aller explorer
ce dont notre corps il a besoin maintenant. Et j'insiste là-dessus parce que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est peut-être pas la même chose que ce qui marchait pour nous il y a 10 ans, il y a 5 ans, et c'est peut-être pas la même chose que ce qui marchera pour nous il y a 1 an, parce qu'on n'est pas des robots, on est des êtres humains, et donc on a besoin sans cesse de s'adapter et de faire attention à notre ventre. C'est vrai. Alors, point super important, la qualité de nos relations sociales. Quand on passe une très bonne soirée avec des gens avec qui on est proche, avec lesquels on se sent bien, il n'y a pas photo, le sommeil, il est incroyablement meilleur. On dort beaucoup mieux, on s'endort plus vite et on a un sommeil de meilleure qualité. C'est une des premières choses que j'ai remarquées, moi, quand j'ai commencé à prendre soin de mon sommeil. J'ai commencé, par curiosité, à tracer mon sommeil avec une montre connectée parce que je ne comprenais pas ce qui se passait, j'avais besoin de me rendre compte. Et je me rendais compte que tous les vendredis ou les samedis soirs, quand je passais des super soirées avec mes proches, j'avais du sommeil profond 2 fois plus que le reste de la semaine. Et là, ça a fait émerger un schéma pour moi. Je me suis dit: «Mais c'est trop bizarre ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?» Et après effectivement, c'est dans toutes les lectures et dans toutes les formations que j'ai pu faire, on explique pourquoi. Parce qu'effectivement, on est des êtres sociaux et on va produire des hormones qui vont être bien différentes lorsqu'on est tout seul, isolé chez soi, en parlant à personne et en se sentant, en dehors finalement du monde, que lorsqu'on est bien avec des gens. Et donc j'ai compris pourquoi mon sommeil était bien meilleur. Donc j'avais envie de vous en parler là, de le partager, parce que c'est le corollaire de attention aux relations toxiques. Vraiment, on va vers les relations qui nous nourrissent et on évite les relations toxiques, même si on se dit oui, mais bon, faut quand même être gentil avec les gens, etc. Non, 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 non. Le stress que ça génère pour vous sur votre ventre, c'est trop important. On va vers les relations qui sont sécures, qui nous apportent du bien-être et qui vont nous nourrir. Vers les relations qui font sens pour nous. Et cette notion de sens, elle est très importante pour le sommeil. Si les choses, elles font sens dans notre vie, si on sait pourquoi on se lève le matin, ben on va pouvoir s'endormir beaucoup plus sereinement le soir et avoir un sommeil de bien meilleure qualité. Et puis, je voulais revenir aussi sur cette notion d'extraverti, introverti. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Et donc, ça m'est arrivé d'avoir des personnes justement qui subissaient le trop de relations. Peut-être parce que le conjoint ou la compagne ou la femme, justement, elle avait un besoin énorme de relations sociales, alors que la personne, en l'occurrence, que je pouvais coacher, n'avait pas ce besoin-là et était envahie et se sentait justement sous pression parce que trop de relations sociales. Donc, l'idée, c'est de doser. La personne extravertie, elle va se nourrir d'énormément de relations sociales, un petit peu comme si elle était insatiable d'être tout le temps avec des gens. Ça convient pas à tout le monde. La personne introvertie, ça veut pas dire qu'elle aime pas les gens, mais ça veut dire qu'elle va plutôt trouver de la ressource en étant tranquillement chez elle et elle va apprécier des relations sociales qui vont être plus sporadiques, mais il lui en faudra quand même, mais juste un petit peu moins que d'autres. Donc l'idée, c'est de vous connaître et de pouvoir doser ça pour ne pas le subir ni dans un sens ni dans l'autre, parce que la répercussion sur le sommeil, elle est, j'ai envie de dire, presque immédiate. Mm. J'adore que tu aies abordé ce sujet-là, qui fasse partie des 10 astuces, parce que au final, c'est intéressant de voir que on a la même approche, ou en tout cas, on revient aux mêmes bases à chaque fois. Et on appelle ça le pilier de la connexion. Donc, dans le protocole EIP, où ce qu'on véhicule, les 5 piliers, il y a la connexion. Alors, dans la connexion, on englobe la connexion avec soi-même, la connexion avec la nature et la connexion avec les autres. Mais donc, dans cette approche naturelle pour les maladies auto-immunes, pour réduire l'inflammation, pour retrouver la santé de manière naturelle, c'est un des piliers fondamentaux. Et donc, quand on regarde qu'au final, il y a aussi des impacts sur le sommeil, c'est que c'est vraiment, on revient toujours aux mêmes bases. Et je trouve que c'est intéressant de toujours revenir à cette même approche de base et de compréhension de qui nous sommes en tant qu'espèce sur cette terre et que nous sommes des êtres sociaux et qu'il y a des interactions qui sont nécessaires dans nos journées pour un bon fonctionnement et les régulations des émotions. Et je trouve que je suis contente que quand on ait parlé parce qu'on n'en parle pas assez. Je te rejoins complètement et ça me fait penser à quelque chose que je vais prendre juste une seconde pour faire cette parenthèse. Parce que souvent, on moi, ce que je dis souvent et je le disais la semaine dernière en conférence justement, où on a tendance à un petit peu, sauter l'étape, essentielle. C'est-à-dire qu'on a un problème et en fait, on veut résoudre ce problème-là.
Et donc, par exemple, là, on a une maladie auto-immune, on souffre d'insomnie, on a des problèmes de peau, on a des problèmes de ci, de ça. Et on se dit, je veux résoudre ça. Mais en fait, c'est un raccourci qu'on ne peut pas prendre. C'est-à-dire qu'au milieu, il y a le terrain, votre état de santé, qui est soutenu par tous les piliers, Laurane, que tu as cités. Et donc, en fait, c'est je prends soin de ma santé et par ricochet, le reste va suivre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, comment dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un angle d'approche, ça ne veut pas dire qu'on va s'en fiche complètement du sommeil ou des maladies qui peuvent être diagnostiquées pour nous. Mais c'est simplement qu'il faut avoir conscience que ça va passer par les piliers de la santé et comme tu le disais, de notre corps en fait. C'est-à-dire que nous, en tant qu'être humain, on a des besoins, on fonctionne d'une certaine façon. Donc on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Et quand on essaie justement de court-circuiter ça et de se dire si, moi je veux le remède miracle, la dernière pilule qui est sortie pour ça, mais en fait, on passe à côté de notre vrai pouvoir, en fait. Et donc, quand on revient à la base de la base, ben, en fait, on se rend compte que la base de la base, ah, mais en fait, elle est valable dans toutes les situations. C'est juste l'angle d'approche qui, des fois, va varier un petit peu. Peut-être la priorisation des actions, ça, c'est sûr que ça peut changer, mais on revient quand même à l'essentiel. Ouais, mais c'est ça, c'est un paradigme qui est différent. C'est qu'on va avoir un angle d'approche focalisé plus santé, sur la santé, plutôt que sur la maladie, pure et dure. Bon, il y On a est toujours un complètement d'accord. mais c'est vrai que l'angle, si on prend l'angle d'approche santé, on a beaucoup plus de chances de rester en bonne santé pendant beaucoup plus longtemps, plutôt que de régler un symptôme, régler un problème directement et puis potentiellement avoir d'autres soucis derrière. Et oui, c'est ça. Non, mais tout à fait. De toute façon, si on veut du durable, il faut se remonter les manches à un moment donné et se dire, OK, j'accepte que ce soit pas ce soir ou demain, Ouais. mais par contre, je m'autorise à ce que ce soit pour toujours après. Et ça, c'est chouette. Mhm. Conseil numéro 8, oui, réduire votre temps d'écran. Je ne pouvais pas ne pas le citer. Maintenant, je vais quand même vous parler du triple enjeu des écrans parce que on parle beaucoup de la lumière bleue et pour moi, c'est loin d'être le seul enjeu. Oui, la lumière a un intérêt. Je le disais pour démarrer en conseil numéro 1, prendre la lumière naturelle le matin en extérieur, ça va être super important pour bien synchroniser l'horloge biologique, pour donner les bonnes informations. Du coup, à l'inverse, la lumière le soir, bah, on va essayer de la fuir au maximum. C'est-à-dire que si on a chez soi des petites lumières tamisées, lumière plutôt jaune-orange et pas la lumière bleue des supermarchés en néon chez soi, on est d'accord que ça va bien sûr favoriser le sommeil. Mais certaines personnes dorment très bien alors qu'elles ont passé leur soirée sur un écran ou à regarder la télé. Donc, c'est pas non plus un truc, comment dire, vous voyez, on-off, quoi. C'est-à-dire, on fait, pouf, on dort, on fait pas, pouf, on dort pas, ou voilà, ou inversement. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Mhm. Ce qui va venir se rajouter à ça, ça va être la stimulation mentale. Alors, non seulement je suis sur un écran, mais en plus de ça, je bosse et puis je bosse sur un dossier que je devais rendre il y a 2 jours ou alors un truc que je déteste faire. Et puis en plus de ça, j'ai beaucoup de pression par rapport à ce dossier-là. Et puis en plus de ça, j'ai mon ordinateur sur les genoux et donc j'ai mon ordinateur branché sur les genoux. Donc là, au niveau des ondes électromagnétiques, on est, euh, on est au taquet. Ça fait un combo pas top pour le sommeil, hein, on est bien d'accord. Donc, ce qu'on va chercher, c'est plutôt ok, je réduis un petit peu la lumière, et puis bah, c'est sûr que de regarder un film sur un rétroprojecteur, bah, c'est pas comme scroller sur son téléphone à 10 cm de son visage. Si on regarde un truc qu'on adore, un film tranquille, c'est pas comme regarder un film d'horreur avant de se coucher ou de scroller sur les réseaux sociaux qui nous activent notre système dopaminergique à 3000% et qui nous mettent dans une stimulation mentale importante. C'est pas pareil non plus de faire attention à ok, mon écran il est plutôt loin de moi, je l'ai pas sur les genoux, j'essaie de pas trop toucher tous mes appareils électroniques et électriques lorsqu'ils sont en charge. On essaie de pas trop fatiguer son corps avec tout ça et d'avoir des habitudes qui vont être le moins stimulantes possible. Et donc quand on fait tout ça en fait, c'est plus souple. Parce que Mhm. beaucoup de personnes me disent: «Ah mais Aurélie, mais moi je peux pas couper mes écrans 2 heures avant de me coucher, mais je fais quoi 2 heures après? Je fais quoi pendant 2 heures?» Enfin, pour moi, c'est peut-être le seul moment où je peux échanger avec ma famille, c'est peut-être le seul moment où je peux faire ci ou je peux faire ça. Plutôt que de se dire: «OK, je me force pendant 3 jours, mais je craque et finalement je me retrouve sur mon téléphone à scroller sur Instagram à 23 heures le soir», moi je préfère vous dire: «OK, c'est pas non plus, le diable, les écrans. En revanche,
faites attention à ce que vous faites, à comment. Et puis, si vous pouvez couper une demi-heure avant de vous coucher, bah, c'est tant mieux. Prenez un bouquin, faites autre chose, mettez de la musique, étirez-vous, faites-vous un massage avec votre conjoint. Et là, on se retrouve avec des choses beaucoup plus intéressantes. Mhm. J'ai Claudie qui vient de laisser un commentaire qui dit: La nuit, je travaille mes cours sur mon ordinateur en regardant la télévision, parfois plusieurs films d'affilée, et lorsque je vais me coucher, je dors tout de suite. Cela ne me dérange pas du tout pour le sommeil. Et il me semble que c'est cette personne qui nous a aussi envoyé un mail, je crois. Il faut que je retourne dans mes mails, mais qui nous disait qu'elle se couchait très tard et que. Ah non, pardon, c'est pas dans les mails. Excusez-moi, je me suis. C'est Claudie qui nous a laissé un commentaire au tout début qui nous disait Je n'ai pas d'insomnie, mais je suis complètement décalée avec ce qu'on préconise concernant le sommeil. Je me couche entre 2 heures et 3 heures du matin car j'aime le soir, la nuit qui est pour moi le meilleur moment de la journée. Je travaille, je me pose. Est-ce que c'est vraiment mauvais de se coucher aussi tard? Je te laisserai répondre à cette question à la fin, mais je veux juste aborder ce dernier commentaire. Je trouve que c'est intéressant parce que il y a des personnes qui arrivent quand même assez bien à caler leur rythme circadien sur un rythme qui est pas du tout naturel. Et donc pas, Ouais. je trouve Ben, en fait, il y a deux points là dans ce que tu dis et dans le commentaire qui a été laissé. ouais. C'est que à la fois, on a tous des rythmes différents. C'est pour ça que on peut pas dire, bah, faut que tout le monde se couche à 22h30 et se lève à 6h30, c'est parfait, ça fait 8 heures, allez, tout le monde pareil. Non, non, non. On est encore sur de la, la personnalisation. Et effectivement, il y a des personnes qui vont plutôt être du soir, plutôt du matin. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une facilité à veiller le soir et c'est même là où elles vont avoir un peu plus d'énergie. D'autres personnes, à 21h30, il ne faut plus rien attendre d'elles. Par contre, à 6h du matin, elles pètent la forme. Il faut accepter ça parce que c'est comme on est fait. C'est-à-dire que, voilà, on a les yeux bleus, on a les yeux marrons, on a les cheveux de telle couleur. À un moment donné, Ouais. on est certaines caractéristiques. Et c'est bien aussi de se respecter et de s'honorer là-dedans. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas dramatique. En Mhm. revanche, petit bémol que je mettrais par contre, c'est le fait de pas non plus, à l'inverse, euh, aller dans ce qu'on pourrait appeler un travers. C'est-à-dire que plus on se couche tard, plus on se lève tard, plus on va se coucher encore plus tard, etc. Et on peut se retrouver complètement décalé. D'un point de vue social, ça peut parfois porter préjudice, donc ça peut être intéressant de venir, hop, ramener un petit peu, et puis faire minuit, 8 heures par exemple, si ça nous convient. Ça peut être parfois plus facile que de faire 2 heures, 10 heures. Et il y a aussi un autre élément malgré tout, c'est que notre corps, d'un point de vue métabolique, il va bénéficier plus facilement des premières heures de la nuit que de la fin de nuit. C'est-à-dire que quand le soleil est couché, bah, historiquement parlant, hein, pendant des milliers et des dizaines de milliers d'années, on ne faisait rien. Et donc c'est vrai que d'un point de vue, on va dire, euh, Physiologique. presque mais ouais, je voulais même dire génétique, c'est-à-dire que on remarque que on a des gènes, donc on a l'horloge biologique centrale, mais on a aussi l'horloge biologique périphérique, c'est-à-dire que nos organes, ils vont fonctionner aussi en fonction de il fait jour ou il fait pas jour. Donc par exemple, on sait que la nuit, notre pancréas, il fonctionne pas. Donc si on mange à minuit, par exemple, parce qu'on sait qu'on se couche vraiment beaucoup plus tard, on va pas assimiler, digérer aussi bien que si on avait mangé à 19h. Donc, pour moi, c'est tout à fait naturel de respecter son heure de coucher. Ça peut être 21h30, 22h, 23h, minuit, peut-être minuit et demi. Par contre, peut-être de ne pas aller trop dans l'excès trop tard la nuit parce qu'on peut passer à côté d'un sommeil très récupérateur sur les premières heures de la nuit. Ouais. Donc voilà, il y a passer d'un extrême à un autre, pour moi, c'est jamais bon. Ça dépend vraiment où on met le curseur. Ouais. Et pour répondre à la personne qui disait, mais moi, bah, c'est la même personne du coup qui disait, mais moi, je m'endors très très bien alors que je fais plein de choses le soir et que je suis sur écran. C'est vraiment tout à fait possible parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a nos deux mécanismes du sommeil. Il n'y a pas que la balance cortisol-mélatonine, donc il n'y a pas que cette horloge biologique, il y a vraiment aussi la sensation de fatigue. Donc on peut s'endormir après une journée bien chargée même si on produit un peu moins de mélatonine, même si notre horloge biologique elle est un petit peu bouleversée. Donc ça, c'est possible. Après, ça va dépendre si la personne elle a vraiment une bonne qualité de nuit après ou pas. Du coup, on peut venir jouer là-dessus. Et puis, ça dépend aussi de l'âge. Parce que Mhm. plus on avance dans le temps,
Déjà, à partir de la trentaine, on produit un petit peu moins de mélatonine que dans notre vingtaine. Puis plus on avance en décennie, moins on en produit. Donc ça veut dire qu'il faut veiller un petit peu plus à ce qu'on fait. Et puis ça dépend de tous les à côté. C'est-à-dire que si tout le reste, ça va bien, que la personne, elle est, on va dire qu'elle est épanouie dans ce qu'elle fait, qu'elle adore ce qu'elle fait de 22 heures à minuit, parce que vraiment c'est sa passion, etc. Ça va pas du tout être pareil que quelqu'un qui subit son travail jusqu'à 23 heures et qui est en souffrance devant son écran. Donc, il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Si tout va bien à côté, ben, on a beaucoup plus de flexibilité pour le seul point qui serait théoriquement pas trop adapté pour le sommeil. Ouais. Est-ce que j'ai été claire, Laurane? T'hésites pas à me redire, parce Ouais, que moi, du je coup, pense j'ai que dit ça a plein de... été clair. À rajouter, je pense que je dirais, je me fie aussi beaucoup à est-ce que la personne se sent bien? Mais c'est Euh, ça. c'est vraiment, Bien sûr. est-ce qu'elle se sent bien? Est-ce qu'elle est objectivement en bonne santé? Il y a besoin de travailler sur certaines choses, certains piliers, s'il y a besoin de travailler dessus. Après, si on souhaite aussi optimiser la santé, la longévité, c'est autre chose. Mais là, on parle à des personnes qui ont des maladies auto-immunes, on parle dans le cadre de maladies auto-immunes, donc il faut respecter le fait que le corps est en souffrance, il y a une inflammation chronique, il y a donc cette auto-immunité qui est enclenchée. Donc, il faut quand même prioriser certaines choses, notamment le sommeil. Et comme disait Aurélie, il faut se fier à la réalité, c'est qu'il y a certaines choses qui se mettent en place, qui sont optimales à certaines heures de la nuit ou du début de la nuit. Donc, si on veut optimiser, eh ben, c'est quand même mieux de se coucher plus tôt et de faire certaines choses. Mais après, si le sommeil n'est pas pour vous le plus gros de vos problèmes, eh ben, c'est qu'il faut se focaliser sur d'autres choses. Voilà, on Si espère tu veux avoir... passer à la suite, ouais. Du coup, voilà. Là, tu vas voir Laurane, et du coup, ça va répondre aussi à peut-être les questions que vous vous posez, à vous qui nous écoutez là. Sur le conseil numéro 9 et le conseil numéro 10, ça va finalement rebondir sur ce qu'on vient de dire là. Et c'est pour ça que je disais se coucher à la bonne heure, donc dormir en fonction du chronotype. Hein, je rappelle, c'est vraiment le chronotype, ça va être l'heure à laquelle c'est le plus favorable pour vous de faire telle ou telle chose. C'est vrai pour aller se coucher, c'est vrai pour l'heure du réveil, mais c'est vrai aussi pour vos moments de pleine forme dans la journée. Il y a certaines personnes qui vont être vraiment en pleine forme le matin et l'après-midi, on ne peut plus rien leur demander. D'autres personnes, ça va être à l'inverse, etc. Et donc, c'est important de dormir en fonction de ça, d'apprendre à se connaître et de ne pas lutter. Pour moi, c'est vraiment important, c'est-à-dire s'écouter. Quand est-ce que ma vague de somnolence, elle arrive? Là, j'étais avec une cliente cet après-midi, elle me dit, moi, franchement, à 21h30, je peux plus, je pique du nez. Et je vois dans le petit questionnaire qu'elle m'avait rempli, je lui dis, mais du coup, vous couchez à 23h30. On est loin du 21h30. Ah bah oui, parce que je vais quand même pas aller me coucher à 21h30, donc je lutte. Hmm. Et donc là, on est, non pas que ce soit mal ou bien, c'est pas une question de jugement, c'est juste une question de se poser la question de quoi le corps a besoin là, à ce moment-là. Hmm. S'il envoie un gros signal de vague de somnolence, c'est un gros signal de j'ai besoin d'aller me coucher. Qui nous sommes, c'est-à-dire nous, consciemment, notre conscience, qui nous sommes pour dire non, non, mais tu te tais. Hmm. Moi, j'ai encore envie de faire quelque chose, et donc j'irai me coucher dans 2 heures. Ben oui, mais ça fait 2 heures de moins sur le sommeil au total, parce que parfois ces 2 heures-là, on n'arrive pas à les récupérer pleinement. Et on va se réveiller à l'heure du réveil, et en fait, elles vont nous manquer. Ouais. Mais souvent, Donc, ne pas lutter. ouais. Pardon, mais je pense à cette personne, c'est souvent un blocage psychologique au final. On se dit, mais non, mais je vais pas me coucher à 21h30. En se disant, mais c'est trop tôt, j'ai plein de choses à faire, mais en réalité, si on réfléchit bien, c'est toutes ces choses qu'on doit faire, est-ce qu'on a vraiment besoin de les faire là, à ce moment-là? On peut peut-être les faire le lendemain, ou on peut peut-être mieux s'organiser et les faire avant. Et ce blocage psychologique de se dire, non, il faut que je profite de ma journée jusqu'au dernier moment, en fait, ça prend le dessus sur, je vais prioriser mon corps et mon bien-être. Oui, tout à fait, et souvent ça va de pair avec une sorte de cercle vicieux de la procrastination. C'est-à-dire qu'on a tendance à procrastiner plein de choses tout au long de la journée, et puis au moment du coucher, on se dit: «Oh, mais je vais quand même pas aller me coucher maintenant parce qu'en plus, bah, j'ai rien fait». Ah Et oui. donc là, on va se mettre à faire des choses, donc on lutte, on lutte, on lutte. On retrouve un petit regain d'énergie tellement qu'on a lutté, puis on va se mettre à faire des choses. Et puis après, finalement, on ressombre devant les écrans parce qu'on est à nouveau très épuisé, et donc on va se coucher 2 heures plus tard que ce que notre corps avait demandé. Mais aussi bien, c'est important
bah, de pas se retenir d'aller aux toilettes parce qu'on va se retrouver constipé. Pardon de l'exemple, mais parce qu'il est très marquant. Moi, je me rappelle de, de ce livre-là qui avait vraiment fait un tabac, le charme discret de l'intestin. Et du coup, les deux autrices, justement, insistaient sur ce point en disant, mais en fait, il faut respecter son ventre. C'est-à-dire que si on dit toujours non à ses intestins, à un moment donné, c'est eux qui vont nous dire non. Ouais. Et là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si notre corps il a un besoin le soir à telle heure, eh bien, on l'écoute en fait. Et c'est pas parce que une fois on va aller se coucher à 21h30 parce qu'on est épuisé que ça veut dire qu'ad vitam aeternam, on pourra jamais faire une soirée avec des amis, qu'on pourra jamais se coucher à 22h30 ou à 23h. Non, non, peut-être que le lendemain, on aura super bien récupéré et puis on ira se coucher à 22h30 et ce sera OK. Donc, je sais qu'on entend partout, il faut se coucher tout le temps à la même heure pour le sommeil. Je sais qu'on a tendance à dire ça. Eh bien, au début, moi, c'était quelque chose que je pensais aussi, mais j'en suis revenue par rapport à ma propre expérience personnelle, mais principalement avec l'empirisme, c'est-à-dire toutes les personnes que j'accompagne depuis 4 ans et demi maintenant. Ben, en fait, c'est pas ce qui est le plus important. Parce que bah, selon l'activité qu'on a eue la journée, selon la charge émotionnelle qu'on a eue dans la journée, selon notre période du cycle menstruel pour les femmes, selon la saison, on n'a pas les mêmes besoins. Et donc, il faut s'écouter. Et donc, je terminais sur cette slide en mettant le sommeil en couple, parce que justement, parfois, on va se forcer à aller se coucher plus tôt parce que notre conjoint y va, et en fait, on va être en errance dans le lit, on va se stresser, perdre notre confiance en notre capacité à dormir, parce que c'était pas notre heure. Et puis parfois, c'est l'inverse. Comme je le disais, on lutte, on attend son conjoint qui va se coucher 2 heures plus tard, et on n'est pas bien non plus. Donc, les moments de couple, ils sont super importants, mais je pense que le sommeil est tout aussi important que les moments de couple. Et je pense que le principal, c'est de passer des bons moments de qualité à des moments qui sont adaptés pour les deux personnes. Et puis s'autoriser à aller se coucher à sa bonne heure et à se respecter dans ce besoin de sommeil. Ouais, tout à fait. Je veux juste rappeler, il est du coup 21h08 pour vous. Donc, ça tombe très bien. On en est au 10e point. Et après, on va répondre si vous avez des petites questions pendant 2 minutes. Mais après, on va devoir y aller. Cette dernière slide sur le dernier conseil, ça va correspondre à une des choses que j'ai dites tout à l'heure, le fait de mettre en place un rituel du soir. Ça correspond à ces petites phases de ressources. Et là, ça va être vraiment un sas de décompression qu'on va avoir juste avant le sommeil. Et puis, ça permet aussi de mettre un petit peu les écrans de côté plutôt que de couper son téléphone juste au moment de se coucher, comme on le disait tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de se dire, OK, je sais qu'une demi-heure avant le coucher, je sais un peu ce qui va se passer. C'est très rassurant pour le cerveau, il déconnecte, c'est très énergivore de faire des choix toute la journée comme ça, c'est ce qu'il fait toute la journée. Mais quand le soir, on l'autorise à être un petit peu en roue libre, qu'on sait que une demi-heure avant, ok, je passe à la salle de bain, je fais 5 minutes de respiration et puis je me mets avec mon bouquin de table de chevet, et ben ça va être un rituel très apaisant. Et si on fait ça tout le temps, finalement, au fur et à mesure des jours et des semaines qui passent, rien que le fait de prendre le livre, limite le sommeil, il arrive parce que notre corps, il va vraiment associer ce rituel avec le sommeil. Ça va permettre d'aller rapidement Ouais. vers le sommeil. Et donc, l'heure, on en a parlé, il n'y a pas d'heure figée. Seul Mhm. ou à deux, bah là, ça va dépendre aussi de votre besoin. Est-ce que j'ai besoin d'un temps pour moi? Est-ce que finalement, ce rituel, je le fais avec mon conjoint et c'est très bien? Et puis de quoi il peut être constitué? Bah, je vous ai cité déjà pas mal d'exemples. Ça peut être de la lecture, ça peut être écouter de la musique, ça peut être mettre des bruits blancs, faire des massages, des automassages, des Ouais. étirements, lire ou prendre un audiobook. Voilà, tout ce qui va vous plaire et qui va vous permettre d'aller tranquillement vers la détente. Et là, du coup, le sommeil va pouvoir s'installer bien mieux. Sur Je la peux, slide suivante, Laurane, je ouais, peux j'ai permettre par rapport au rituel, parce que moi j'ai l'impression d'avoir trouvé le combo gagnant et je veux le partager. Après, à chacun son rituel. Mais de me poser le soir en me lavant les dents et d'écouter un voyage sonore, ils appellent ça les fréquences aussi, il y a des fréquences sonores sur en vol, en même temps que de me laver les dents. Ensuite, de se tartiner d'huile de magnésium. Et je fais ma lumière infrarouge dans mon lit allongé en bouquinant. Et ça, je trouve, et ça prend pas tant de temps que ça, hein, ça prend peut-être 13 minutes en tout. Et pour moi, ça a vraiment été le combo gagnant. Alors maintenant, avec deux enfants, une qui se couche plus ou moins tard, voilà, on arrive
plus ou moins le faire, mais je voulais le partager parce que des petites choses comme le magnésium ça se dit en topical, non, qui se met sur la peau. Je trouve que c'est un moment, comme tu dis, de massage, mais en même temps un apport en micronutriments qui est top. Donc là, je vous ai remis sur la dernière slide Ouais. les 10 points. Voilà, comme ça, si vous avez besoin de les renoter. Bien sûr que enfin, c'est compliqué de se dire, OK, dès demain, je fais ça. Mais voyez ce qui résonne en vous. Faites un petit peu du picking là-dedans. Vous prenez les choses qui résonnent le plus pour vous. Et vraiment, l'idée, c'est de passer à l'action parce qu'on peut savoir mille et une choses. Et tant qu'on ne le fait pas, bah, ça ne porte pas ses fruits. Alors, ça paraît vraiment d'enfoncer une porte ouverte en disant ça. Et pour autant, c'est un peu comme ça que notre cerveau, il fonctionne. Il a besoin parfois qu'on lui mette un petit coup de pied aux fesses pour dire, OK, je sais des choses, mais maintenant, je vais faire les choses que je sais. Alors, en conclusion, je vous ai mis vraiment gérer ce qu'on appelle stress tout au long de la journée pour pas arriver le soir vraiment en étant dans un état nerveux qui serait pas du tout favorable au sommeil et un sommeil de qualité surtout. Respecter ses besoins physiologiques, vraiment repartir de la base. OK, mais mon corps, il a besoin de quoi? C'est vraiment l'essentiel. Et c'est en ça que je disais là pour conclure que vouloir dormir, vouloir bien dormir, ça invite à une bonne connaissance de soi et aussi d'adapter les conseils qu'on peut entendre, adapter l'heure du coucher, adapter ce qu'on mange, adapter machin. Prendre, OK, je prends, je sais des choses, et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe pour moi? Ça passe, pour moi, un bon sommeil, un sommeil de qualité, ça passe forcément par ça. Et ça, c'est une invitation, en fait. C'est une invitation à s'écouter. Être à l'écoute. Est-ce que s'il y a un point ici pour toi et ton cas personnel, qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi ou quel point dont tu pourrais pas te séparer, on va dire, que tu ne pourrais pas faire sans? Alors, bah, du coup, ce sont 2 questions différentes parce que ce qui a été, extrêmement important pour moi, ça a été la respiration. Ouais. J'étais quelqu'un qui respirait très, très, très mal et ça impactait énormément mon sommeil, mais je ne le savais pas, je ne m'en rendais pas compte. Donc la respiration a été un truc incroyable pour ma qualité de sommeil. Maintenant, aujourd'hui, ce dont je ne me passerai pas, c'est, d'aller marcher dans la nature. J'ai pas, tu vois, entre mes consultations durent 1 heure, je mets jamais des consultations d'heure en heure. Mais des consultations, elles sont décalées d'1/4 d'heure à chaque fois parce qu'entre chaque consultation, je vais prendre l'air. Je vais marcher, mais même 5 minutes des fois si j'ai débordé un peu, etc. Parce que ça me permet de faire le vide. Je range en fait ce qui s'est passé pour moi, je m'apaise. Je dis à mon système nerveux, tout va bien, c'est OK parce que bah, chaque consultation peut parfois être dense et puis ça mobilise des ressources, même si j'adore ce que je fais. Et pour repartir en étant pleinement disponible pour la personne aussi la nouvelle personne qui attend, qui est là. Et puis pour me respecter moi-même, je vais marcher. Et je marche comme ça toute la journée. Donc ça, c'est quelque chose dont je pourrais pas me passer. Trop bien. Super. Bah, merci d'avoir partagé tout ça. On a quelques petites questions. Est-ce que tu auras encore 2 minutes pour y répondre? Je veux pas abuser de ton temps. Eh ben écoute, oui, sélectionne 1 ou 2 questions et puis je vais répondre rapidement et après je vais Ça marche. effectivement démarrer ma petite soirée. Ah oui, je sais, là, il est tard pour vous. Il y a 2 questions sur les questions d'âge. Est-ce que ça peut être aussi une question d'âge? Bonjour, est-ce qu'il y a l'âge qui est aussi pris en compte? Je ne sais pas à quel moment s'était posée cette question. Ça te dit quelque chose? Alors je sais pas quand est-ce que la personne a posé la question, je j'ai pas regardé le chat au fil de la conférence là, mais tout ce que je dis là, ça s'adapte absolument à tout âge. En revanche, le sommeil, il peut se fragiliser avec l'âge, comme je le disais, en termes de production hormonale, mais parfois aussi, bah, en termes de, j'aime bien dire, de casserole qu'on peut avoir au fur et à mesure des années. Parfois, il y a des choses qui peuvent être aussi plus difficiles. Et donc, on n'a pas les mêmes choses à gérer au fil des années, voire des décennies qui défilent. Pourquoi je te dis ça? Parce que bah, finalement, pour répondre là, à cette personne qui pose la question, ça veut dire souvent qu'il va falloir activer un petit peu plus de levier pour avoir un vrai bon sommeil de qualité. Mhm. Parfois, quand on est un peu plus jeune, on fait 2, 3 trucs, c'est super, ça m'aide beaucoup, ça passe. Puis parfois,
quand on avance un petit peu au-delà de la trentaine, 35, 40 ans parfois, eh bien, on se retrouve à avoir besoin d'un tout petit peu plus de rigueur, de mettre en place peut-être encore un truc en plus pour vraiment se sentir pleinement bien. Hmm. Ok, merci. Et une dernière question, c'est cette personne qui nous a envoyé une question par mail. Elle nous dit, je ne peux faire du sport que le soir à 20 heures, natation en club, je rentre à 21h30. Que peut-on manger pour mieux dormir? Car de toute évidence, c'est compliqué de ne pas manger. Merci d'avance. Hmm. Alors, j'ai envie de dire, peu importe ce que la personne elle mange, c'est pas ça qui va là, en l'occurrence, l'aider à dormir, parce que clairement, le temps que ce soit digéré, assimilé, c'est pas ce que la personne va manger à 21h30 qui va faire qu'elle s'endorme à 22h30. C'est vraiment, ça fonctionne pas du tout comme ça la digestion. En revanche, moi, je conseillerais plutôt de manger le plus léger possible et peut-être de prendre un encas en ce cas-là avant et de manger léger, des choses qui vont être bien digestes et de pas qu'il n'y ait pas une variété d'aliments incroyables dans les repas parce que ça c'est quand même très sollicitant pour le système digestif quand on se retrouve avec 25 aliments différents dans son assiette, c'est compliqué. Donc vraiment de réduire le nombre d'aliments, d'aller vers des associations alimentaires qui sont plutôt favorables et qui vont être digestes le plus rapidement possible. Et puis après, ça dépend. Tout comme il y a certaines personnes qui vont faire des grosses séances de sport le matin à jeun et puis qui vont manger après et ça pose pas de problème. Ouais. Ça peut dépendre le fait de manger forcément en rentrant. Si la personne elle a fait un repas avant, je ne sais pas hein, quelle est l'organisation de vie de cette personne-là, mais parfois le fait de manger avant et de pas manger après le sport, ça peut ne pas poser problème. Je veux dire par là que faut tester. Pour Ouais. certaines personnes, ça peut tout à fait passer. Mais en tout cas, s'il y a un repas, voilà ce que je peux conseiller. Et puis après, bien garder en tête que c'est pas ce que vous allez manger le soir qui vous fait dormir ou pas. On dit oui, la viande rouge, ça peut être super excitant pour le sommeil. Bah, c'est pareil, ça dépend. J'ai vu tellement de cas où les personnes justement avaient des régimes ultra carnivores parce que c'était ce qui fonctionnait le mieux pour les intestins. Et en fait, ça les dérangeait absolument pas du tout pour le sommeil d'avoir fait cette transition-là et qui revenaient me voir en me disant, mais Aurélie, c'est incroyable. Au Donc contraire. vraiment, ça dépend. Ouais, je pense que c'est surtout les sucres, tout ce qui va être à haut indice glycémique. Oui, oui, bien sûr, ça revient à ce que je disais, donc je voulais pas être redondante, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. À part ça, pour moi, il y a vraiment pas de, Ouais. il y a pas de contre-indication, hein, parce qu'en plus, la personne là, elle va se dépenser pendant 1 heure et demie. Donc si c'est sûr que si elle rentre avec la faim pour le coup qu'elle n'a pas pu manger avant, Ouais. mieux vaut manger quelque chose qui soit adapté à ce moment-là. C'est ça, ouais, je pense que ouais, c'est peut-être le mieux. Et parce qu'il faut respecter, enfin moi je dis toujours, c'est bien de respecter aussi le temps de digestion avant de se coucher, parce qu'une fois qu'on est couché, on ne va pas du tout digérer de la même manière. Le corps se met un petit peu en off. Et donc de se donner 2 à 3 heures entre le repas et le moment du coucher. Donc là, c'est pas idéal, mais c'est dans un monde idéal, c'est bien de se donner quand même un peu de temps. Donc il y a C'est ça. sûr, hein, bien sûr. C'est pour ça que je parlais du repos digestif tout à l'heure. C'est parce que vraiment, ça englobe tout ça. Ça correspond à ce que tu disais là à l'instant. Mais c'est vrai que parfois, quand il n'y a pas le choix, ben, ça peut être tout aussi intéressant d'aller faire une activité physique qui nous passionne et la personne, elle rentre, elle est épanouie, elle vient de passer 1 heure dans l'eau et c'est génial pour elle. Bah, tant pis pour le repas. C'est-à-dire que Bien sûr. voilà, à un moment donné, il faut aussi choisir ses priorités. Et si la priorité là, c'est vraiment d'aller faire une activité physique qui fait trop du bien, qui passionne, pas exceptionnellement, le repas, il sera plus léger, mais il sera plus tard, et ben tant pis, c'est pas grave. Voilà, exactement. Il faut toujours peser les pour et les contre. Est-ce que tu peux nous dire, Aurélie, où est-ce qu'on peut te trouver? Et si tu peux nous donner un petit peu ton compte Instagram, tes informations. Oui. Avec plaisir, effectivement, vous allez me retrouver sur Instagram, c'est Aurélie-IHDML pour Insomnie hors de mon lit. Insomnie hors de mon lit, vous l'avez compris, c'est le nom de mon podcast, donc vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Et puis également sur YouTube. Surtout que là, depuis quelques semaines, je développe ma chaîne YouTube d'une façon un petit peu différente du podcast. Donc vous allez y trouver du contenu complémentaire finalement au podcast. Moi, je propose, Ah, ta comme chaîne- vous le... Oui. Tu nous as pas donné le nom de ta chaîne YouTube. Où est-ce qu'on peut te trouver sur... Ah, ça c'est Aurélie Montin. Le sommeil par Aurélie Montin sur YouTube. Tu as raison, excuse-moi, tu as raison de le préciser. Donc si vous tapez Aurélie Montin, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur les podcasts, vous allez tomber sur moi. Et puis,
Et puis après, via ces plateformes-là, vous allez pouvoir accéder aussi aux différentes choses que je propose, parce que certes, il y a les consultations et les coachings sur plusieurs semaines en fonction des situations, mais j'ai aussi des programmes en ligne pour les personnes qui veulent améliorer, voilà, qui par exemple rencontrent des difficultés au niveau des réveils nocturnes et puis qui veulent être indépendantes et autonomes sur ces sujets-là. Y a des formations en ligne comme ça, chacun suit à son rythme et il y en a pour tous les modes de fonctionnement, j'ai envie de dire. Donc j'ai aussi une formation sur la respiration et le sommeil, sur les routines du sommeil, et puis une grosse formation sur la sortie de l'insomnie, pour le coup, qui correspond au parcours que moi j'ai pu vivre. Super, plein de belles ressources. Je vais aller regarder ça sur l'insomnie. Comme je te disais, j'ai fait des insomnies hier soir et avant-hier. J'en fais pas hein, généralement, mais donc voilà, on va mieux vaut prévenir que guérir. Mais merci en tout cas, Aurélie, ça a été vraiment un grand plaisir d'aborder tous ces sujets avec toi et j'espère que vous avez tous appris quelque chose, j'espère qu'on a pu répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez envoyer à contact@bien-être-auto-immune.com. Je ferai de mon mieux pour les répondre ou si besoin de les transmettre à Aurélie. Et n'hésitez pas à scanner le QR code aussi pour avoir accès au site internet d'Aurélie. Voilà. Merci à tous. Merci, bonne soirée à tous et merci Laurane, bonne continuation. Bonne soirée. Au revoir.